de ce midi. Ils sont prêts, ces voyageurs clandestins, à subir toutes sortes d'humiliations, de calvaires, de cauchemars pour réaliser leurs rêves sous d'autres cieux. Le phénomène migratoire est à coup sûr l'un des défis majeurs de ce siècle. Bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce rendez-vous, le thème libellé comme suit: Ahmed Silla, ensemble luttons contre l'immigration clandestine. Vous retrouverez également dans cette émission Dr Philo pour son point de vue, Carole Kouassi dans le Publiscope, Laurent Monti pour l'état des lieux, sans oublier Flora Dassé dans C'est encore Flora et Richard Nguessan dans C'est inédit. Vous avez toutes les raisons de vous focaliser sur RTI 1 parce que c'est midi. Yes. Merci. Et notre invité est là. Mais avant, je vais vous redonner le thème du jour. Ahmed Silla, ensemble luttons contre l'immigration clandestine. Ahmed Silla est âgé de 45 ans. Il est chef d'entreprise depuis le 14 mars 2019. Il est le président de l'ONG Jeunesse Panafricaine. Ahmed Silla, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Selon l'Organisation internationale pour la migration, le nombre de migrants internationaux a augmenté ces 50 dernières années et une personne sur 30 est migrante. Alors, nous allons tout de suite partir pour le portrait de l'invité avec bien sûr Raymond Hadji et Espérance Kouakou. C'est parti. Les motivations du combat qu'il mène aujourd'hui pour inciter les jeunes Africains à rechercher l'Eldorado dans leur propre pays remontent à très loin dans son passé. Né dans une famille pauvre et polygame, le jeune Ahmed Silla doit faire face aux réalités impitoyables de la vie. Manque de moyens de subsistance, impossibilité de se faire scolariser, aucune perspective d'avenir à l'horizon. Dans une telle situation, il décide de tenter l'aventure clandestine pour l'Europe, comme certains de ses aînés avant lui. Sur le chemin qui le conduit jusqu'au nord du Mali, que de périls à affronter. Finalement, il se résout à rentrer au pays et met à profit ses connaissances en mécanique pour monter ses propres garages automobiles. Fondateur de l'ONG Jeunesse Panafricaine, orienté dans la lutte contre l'immigration clandestine, il encadre aujourd'hui de nombreux jeunes tentés par l'aventure clandestine en Europe. C'est midi le reçoit ce mercredi pour partager son expérience. À vous Caroline. Merci beaucoup. Eh bien, avant d'entamer les échanges avec notre invité, nous allons donc avoir l'avis de Dr Philo. C'est Dr Philo. C'est bon, vous avez dit ça, tout de suite, vous avez dit ça encore. L'immigration clandestine, moi, c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on a trop abordé ça ici. On a trop abordé ça ici. Au fait, je vais dire que... Les saisons précédentes, hein. Oui, on a trop... Souvent même, tu as envie de dire même, si vous voulez, allez-y vous tuer. Mais comme ce sont des êtres humains, ce sont nos frères, on est obligé. On a beau parler, on a beau parler. Et c'est les politiques, on parlait des artistes, toujours l'immigration. Moi, j'ai dit toujours, regardez comment je suis à l'aise. Mon beau photo, mon habillé, si vous voulez moquer-vous de moi, je suis à l'aise. Le bonheur, l'Eldorado là, c'est dans la tête que ça se crée. Si moi je suis ici dans ma tête, que je vis mon bien dans ma tête, qui va venir m'enlever dedans? Souvent, les mamans, vous êtes, il faut que je vous dise, c'est ceux qui sont là-bas qui se disent benguistes là. Quand ils viennent souvent, ils ont les paumes du on ne sait pas s'ils lavent là-bas. Moi-même là, oui, ceux qui viennent blaguer vos enfants. Ceux qui viennent blaguer vos enfants, ils sont, on connaît, nous on arrive à Paris, ils sont au Château Rouge en train de vendre des bananes braisées. Nous les connaissons. Et le bonheur, c'est chacun même qui doit créer son bonheur. La dernière fois que vous étiez à Paris, c'était quand, Philo? À Paris, la dernière fois, c'est en été dernier. En été dernier. On n'a pas dit, on ne va pas te croire. Donc, je dis, et c'est nous les Africains qui devons rester pour bâtir nos différents continents. C'est le plus important. Et moi, je me mets en tête, quand vous venez, vous dites, nous sommes dans le 19e arrondissement, dans le 20e. Moi, je dis, je suis derrière le 16e arrondissement à Yopougon. C'est mon Eldorado. Et chacun peut créer son Eldorado. Voilà. Je vais vous dire une chose. Quand tu leur demandes la pauvreté, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Mais je suis désolé, tout le monde ne peut pas avoir de travail.
Mais chacun peut créer son propre travail. Il faut entreprendre. La jeunesse, il faut entreprendre. On parle de... C'est un peu. Nos mamans sont là. Ça fait 10 000, 5 000, elles ont commencé. Il faut entreprendre. Et comme ça, les choses vont aller. Puis un jour, tu vas croiser ton bonheur. Tu ne t'assois pas là pour dire non, le gouvernement ne me donne pas de travail. Je suis là. Non, 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 non. Je suis désolé. Imagine si tu l'entends, si tout le monde avait du boulot. Est-ce que le monde allait être chic? Imagine une école où tout le monde a la moyenne. Les maîtres, ils font quoi là-bas? Il faut que des gens soient comme ça, et c'est chic, d'autres sont heureux, d'autres ne sont pas trop heureux. Mais à toi-même de venir. On vous encourage dans votre là. Faire truc. Souvent, j'ai envie de dire, eux-mêmes, ceux qui font l'immigration, ils n'ont qu'à nous proposer des idées. Nous, on va aller les sensibiliser parce qu'on est fatigué de leur parler. D'accord. Et continuer toujours, vraiment. Ce sont nos frères. On est obligé de leur parler quand même. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, je rappelle donc le thème du jour, Ahmed Sylla, ensemble luttons contre l'immigration clandestine. C'est en 1990 que vous avez décidé de tenter l'aventure clandestine pour l'Europe afin d'échapper à la pauvreté à laquelle vos familles étaient confrontées. C'est bien cela. Alors, il faut nous raconter les circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvés à vivre cette expérience d'immigrants. Merci beaucoup, Caro. Avant d'aborder le sujet, comment on rend une minute de silence aux personnes tombées sur le Méditerranée. Une minute de silence pour ces personnes-là. Ok. Donc, je voudrais d'abord remercier des collaborateurs, des amis de l'ONG Jeunesse Panafricaine, d'abord. Je suis né d'abord dans une famille très pauvre. Vous voyez, dans la vie, il y a les familles pauvres et il y a les plus pauvres. Mon père nous avait mis à l'école. Il avait des champs que ses frères et ses soeurs vivaient de ça. C'est un héritage de ses parents qu'il a hérité et il nous habitue à ça. On ne partait pas à l'école, on ne partait pas prendre métier, on partait seulement qu'au champ. Vous étiez au nombre de combien? Mon père a marié plus de 4 femmes. D'accord. Chaque femme avec plus de 17 enfants. Et tous les enfants ne sont pas allés à l'école? Tout le monde partait au champ. Tout le monde, le plus grand et le plus petit, tout le monde partait au champ. Même si tu as 10 ans, tu as 12 ans, tu as 7 ans, on te met au dos pour t'avoir au champ. Donc petit à petit, quand on a commencé à prendre de l'âge, on a décidé aussi d'apprendre un métier. Ils ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas du tout comprendre un métier. Donc on a un frère qui a pu aller par la voie illégale en Europe. Il est en Italie par la voie illégale qui s'appelle Ali, un de nos grands frères, qui nous met dans l'espoir. Pour dire, je suis en Italie, je vous envoie des moyens pour que vous arriviez aussi à vous occuper de vous-même et parce que d'autres parents aussi. Et nous mettons dans l'espoir, vivons dans l'espoir. Et à chaque fois, nous donnons l'espoir, mais il n'y a rien qui s'est réalisé. Je lui ai dit que je vais te rejoindre un jour. Il me dit, comment il passe par où? Il est passé par la voie illégale. Il dit, non. Il passe par là-bas, là, ta vie, là, tu vas perdre ta vie. Je lui ai dit, je vais te trouver tout là-bas. Donc, comme ça, il y a un ami malien qui me citait à chaque moment. Il s'appelle Ali, aussi. À chaque fois, il me tente, il dit, Ahmed, est-ce que nous vivons ici, en Afrique? On va en Europe pour s'en sortir. Il faut faire un effort pour qu'on puisse aller en Italie comme ton frère. Lui montrer que nous, on peut se battre aussi plus que lui. Il dit, à chaque fois tu me tentes là, je refuse de prendre cette voie illégale. Et à chaque fois, il vient taper ma porte pour qu'on puisse aller en Europe. Il dit, moi, je vais apprendre un métier, laisse-moi apprendre mon métier. Petit à petit, quand il voit mes papiers, je pourrai aller en Europe te rejoindre. Et c'est comme ça, un jour, il m'a dit vraiment qu'il y a quelqu'un qui est au Mali qui peut nous recevoir là-bas pour nous aider à voyager. Il y avait la somme de 25 000 francs. Dans le temps, 25 000 francs, c'était plus de comme 1 million. Hein. Et c'était quoi votre objectif, la destination finale? Je voulais forcément arriver en Europe. Avoir des en Europe, où précisément? En Italie. En Italie. Et je veux dire, dans votre esprit, une fois en Italie, quelle allait devenir votre vie? Une fois en Italie, parce que là-bas, c'était le lavage de voitures qui donnait de l'argent aux gens. D'accord. Voilà, donc on a tenté aussi l'aventure par la voie illégale, par la Côte d'Ivoire, le Mali. Le monsieur qui doit nous héberger, on croit qu'on a donné une bonne maison, une maison inachevée, avec ses moutons, ses bœufs. On prenait nos sacs, on mettait à côté, puis on dormait à côté des bœufs là. Vous nous rappelez le montant que vous aviez pour partir? 25 000. 25 000 francs. 25 000 francs CFA. Donc entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire, c'était maximum 2500 à 3500 de transport pour partir. Donc il nous disait que tu en as des petits... En car? Oui, en car. Ok. En car. Le car, les gens montent avec des barrages dans le car, donc vous coincez, une place prend 2 personnes. Une seule personne, aujourd'hui qui prend une seule personne, prenait 2 personnes. Donc on chargeait les gens dedans et puis on prenait la route. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais plus de 13 ans, 14 ans. Vous étiez quand même très jeune. Oui, très jeune. Est-ce que vos parents étaient informés? Non.
Il n'est pas informé. Donc vous disparaissez. Je voulais le faire subir parce que je voulais que mes parents prennent un jour dans ma maison. Je voulais construire une maison pour donner à mon père et ma mère. Mais à 13 ans, quand même, vous étiez... Non, mais à 13 ans, on grandit dans la vie, on grandit. Parce que nos frères, lui qui est parti là, il est parti là, il a 12 ans, 13 ans, c'est lui qui est parti. Et nous avons des photos pour dire il est bien, il va bien, il a une bonne maison. S'il vous plaît, tout à l'heure, vous avez dit qu'en Italie, c'était les lavages de voitures qui marchaient. On nous disait qu'en Italie, quand tu es en Italie, tu laves les véhicules, tu peux t'en sortir. Donc, à 13 ans, là, vous avez décidé de tenter l'aventure, allez vous installer en Italie pour laver les voitures. Bon, nous, en France, ce n'est pas pour s'installer, on dit on va travailler. Même si on demande dehors, on s'en fout. On demande dans la maison, on s'en fout. On veut atteindre l'Europe par tous les moyens. Donc, c'est-à-dire que Flora, il n'était pas suffisamment informé. Oh oui, et moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'ici, vous laviez déjà les voitures? Ici? Parce que c'est un métier. Ici, le lavage, ce n'est pas encore trop ça dans le Mais vous-même, est-ce que vous laviez les voitures ici? Non. C'était les travaux champêtres. On n'apprenait pas ça pour laver un véhicule. Comme tu te laves, on n'apprend pas. Quand tu as acheté un âge, tu te laves toi-même. On n'apprend pas à laver un véhicule. Tu te débrouilles dans ton domaine, tu te débrouilles comme tu peux. Mais en même temps, l'espoir que quand tu arrives en Italie, tu pourras te battre pour aider ta famille. Et moi, seulement, sincèrement, je voulais aider ma famille. Parce que ma famille vivait dans le désespoir. On vivait dans une maison, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de tôle. On dormait en bas des lits, les semis là. Il n'y a pas de ciment du tout. Il n'y a pas de courant, on vivait avec les lampes. Où on ouvre les lampes et puis on met le pétrole, on met les mèches pour allumer. Et à chaque fois, on peut payer même le pétrole 25, plus de 1 km à 2 km la nuit. Souvent, le serpent nous piquait. À 13 ans quand même. 13 ans. Jeune monsieur Silla. Oui. 13 ans. Vos parents ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise avec l'emploi. On pouvait mourir même comme ça que de rester dans cette souffrance-là. Parce qu'on a quelqu'un même qui nous a incité à aller en Europe. Parce que lui, il est parti une fois, il est parti en Europe, il a réalisé, construire des maisons en dur d'abord. Nous, on demande des maisons en baraque. Donc, on a dit aussi que, comme lui, il a fait pour obtenir sa richesse, ou bien son argent, on va le faire aussi, on va tenter aussi. Parce que c'était la plus grande honte. Et à chaque fois, les fins d'année, il arrivait à tuer les moutons. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à tuer même un poulet. Mais il faut faire quoi? Il faut tenter. Allez-y. Juste savoir, quand vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé au Mali, je ne sais pas si c'est au Nord Mali, mais pendant tout ce trajet-là, vous n'avez pas rencontré la police? Il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de... Non, dans le temps, quand les gens te disent, ils te prennent ton argent, ils te couvrent jusqu'à ta destination. On se retrouve en quelle année à peu près? Comment? On était en quelle année? L'histoire que on était en 96, 97. 96-97. Oui. Et une fois au Mali, est-ce que vous arrivez à atteindre votre objectif? Non. Une fois au Mali, mon ami qui m'a incité à partir, lui, il avait un peu de moyens plus que moi. Moi, je vais se marquer 25 000 francs. Et lui? Tu vois? Comment? Lui, c'est pas comme il refuse de monter son argent. À chaque fois, l'argent, comme on a sur lui, on cache et puis on met dans le caleçon. On met dans le caleçon parce que si tu dors, rien ne peut te voler. Si tu es fatigué, tu dors, on peut te dépouiller sans que tu te rends compte pour la fatigue. Et donc, comment vous avez eu les 25 000 justement? Qui vous a prêté, qui vous a donné? Les 25 000 francs, j'ai travaillé dans les chosses à manger les soirs. Et puis les coins de gaba, on paye 200 francs par jour. Il y a 200 francs, ils mettaient dans la caisse. Quand il y a 200 francs, ils mettent 100 francs dans la caisse, ils gardent 100 francs pour manger les galettes de bouffe, et puis les bacs là, que les femmes vendaient, les femmes dans les rues. Comme ça, petit à petit, ils regardaient, mais 100 francs, ils mettent 25 000 francs. Vous êtes très patient, monsieur. Oui, très patient. Très patient. Et puis, arrivé au Mali, et il nous a proposé d'aller d'abord au Maroc. Les moyens qu'il nous demandait, ça n'arrivait pas. Et puis, ce que j'ai subi en cours de route, je ne voulais plus continuer. Je voulais me retourner, venir continuer à apprendre mon métier. Et c'est comme ça que j'ai un chauffeur de bétail qui m'a dit, tu veux venir, je vais te faire venir. Donc, comme ça, comme dans le véhicule, il n'y a pas de plate, mais tu vas monter à des bétails derrière, mais tu te mets là. Comme il bouge, ils vont t'écraser. Donc, comme ça, je me suis Lazouka à Abidjan. Et c'est ce qui vous a poussé aujourd'hui à lutter contre l'immigration clandestine. Oui. On y reviendra. Carole Kwasi, pour le Publiscope. Oui, pour le Publiscope, j'ai moi aussi essayé de tenter l'aventure d'immigration clandestine. Oui. Et monsieur avait 25 000, moi il n'y avait que 5 000 francs dans mon sac. Je vous laisse découvrir. Publiscope avec Carole Kwasi. Non, il n'y a pas de travail ici, il y a fait quoi ici? Bon, non, il n'y a pas ici. Non, ça la mode. Actuellement là, tu es ma seule fille, si tu vas là, c'est pas bien. Toujours, tu es là, c'est humiliation. Mes amis sont partis, ils ont envoyé de l'argent à leurs parents. Tu sais, moi ici, là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas. Maman, il t'aime. Mais il y a parti, ça là, il y a parti. Il faut rester ici. Tu vas aller mourir cadeau, tu es ma seule fille. Hey!
Tu es sûr que tu fais le bon choix en prenant autant de risques pour aller en Europe? Tu penses vraiment que tu ne peux pas te réaliser dans ton pays auprès de tes parents? Es-tu prête à abandonner la chaleur de ton pays, ses bons plats et toutes ses richesses? Réfléchis, Carole. Réfléchis. Mais c'est mon frère, c'est bon. Il y a descendre, c'est bon. Il y a parti. Ma maman, elle avait raison, on dirait. Il y a tout au pays ici. Il y a resté. Il y a descendre. Il y a descendre. Donnez-nous 2 raisons pour amener les jeunes à ne pas migrer. Il faut se soucier de ce qui peut les amener à partir. D'entre des jeunes, je pense que c'est la découverte de l'Hexagone. Et puis, c'est forcément chercher à avoir un bien-être. Et ce bien-être-là, voir s'il y a possibilité qu'on puisse créer ça ici. C'est-à-dire que le jeune avec son parent. Et puis, deuxième raison qui est non des moindres, c'est l'effet de surprise. Parce que tu t'en vas quelque part, tu n'auras aucune idée, tu n'as aucune information de là où tu t'en vas. Donc il est clair que tu ne sais pas où tu t'engages, dans quoi tu t'engages, et puis qu'est-ce qui t'attend là-bas. Qu'est-ce qui l'a animé à vouloir aller de l'autre côté là-bas, et qu'est-ce que véritablement il peut donner comme information aux jeunes qui sont en train de partir là-bas. C'est de créer même les entreprises, avoir l'envie de réussir en étant en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a plein d'opportunités pour réussir. Et puis penser à plein de projets à suite de revenus. Je pourrais poser la question suivante à l'invité de l'émission ce midi. Qu'est-ce que son œuvre fait de particulier pour encourager nos frères et sœurs à rester en Côte d'Ivoire? Les 2 raisons fondamentales, les infrastructures et puis beaucoup d'emplois. Bon, à l'invité, ma question est la suivante. Puisqu'il a expérimenté beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il propose de façon très concrète, de sorte que les jeunes, en l'écoutant, ils peuvent vraiment prendre ça en compte et puis rester ici. Maman, je suis plus partie. Maman, je suis là. Je suis là. Je ne vais plus, maman, je suis avec toi. Merci beaucoup. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole Kwasi. Il y a des centres. Non, il y a des centres. Il y a des centres. Il y a des centres sur l'eau là. Sur l'eau là, il y a des centres. Il faut qu'elle descende. Carole, elle s'est oubliée, elle pensait qu'elle était dans un véhicule. Non, mais là, on peut descendre. Elle ne pas descendre. Prochain carrefour. Tu tournes et puis elle descend. Très bien. Alors, on est toujours avec Ahmed Silla, donc vous avez entendu les différentes questions non, y a pas de, souci. De nos téléspectateurs. Ouais. Voilà. Alors, comment vous êtes retrouvés à lutter aujourd'hui contre l'immigration clandestine et qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour aider les jeunes? D'accord. Quand je viens de Mali, je connais toujours à apprendre mon métier de la mécanique. Petit à petit, je suis arrivé quand même à créer une grande structure qui se dénomme aujourd'hui la Garage Jeunesse. Il y a Garage Jeunesse 1, 2, 3. Et en Allemagne, j'ai une autre structure là-bas, dans la ville de Nov. Je suis parti pour la première fois en Europe pour pouvoir m'installer sincèrement. J'ai tendu la voiture, je suis sur la voie illégale. Je suis parti dans le moment où les visas voulaient m'installer. J'ai vu la situation de la ville là-bas qui ne m'intéressait même plus. Parce que ceux qui m'ont promis, en me disant que l'Europe c'est le Dorado, je suis parti le trouver même dans la mauvaise situation, eux-mêmes vivants. S'il vous plaît, avec le visa, ça marchait? Oui, ça marchait. La voie illégale n'a pas marché, la voie légale a marché. Oui, est-ce que vous créer ma structure m'a donné des documents pour obtenir un visa. Voilà, donc je suis parti en Europe avec la voie normale, pas la voie clandestine. Et c'était quoi votre sentiment quand vous êtes arrivé? Le sentiment quand je suis arrivé en Europe, d'abord, ce qui m'a découragé, c'est la fraîcheur. Je suis arrivé en Europe, je pense que c'était le même climat que l'Afrique. En Europe, quel pays c'était? C'était en France. En France. En France. Quand je suis arrivé pour la première fois, il n'y a pas pu partir le manteau, rien. Donc arrivé là-bas, c'était en temps d'été, quand je suis sorti, je suis remonté dans l'avion. On dit, monsieur, vous allez descendre là. Il dit, non, moi, il ne peut pas descendre. C'est même congélateur, ce pays-là. Vous allez descendre là. C'est comme ça qu'ils m'ont aidé, m'ont donné des pulls. Puis celui qui m'a donné l'espoir de venir en Europe, il a refusé de me décrocher. Parce qu'il ne pensait pas qu'il allait arriver en Europe. Donc je le décroche, je l'appelle, il ne me décroche plus. Je voulais appeler quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé une nouvelle de quelqu'un qui m'a hébergé pendant les 30 jours. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Quand je suis revenu, je continue toujours encore à me battre dans la mécanique pour pouvoir créer encore d'autres idées. Hormis la mécanique. C'est comme ça, petit à petit, Dieu m'a donné la chance d'avoir des documents, d'abord pour voyager par là en France. Après la France, c'était l'Allemagne. Après l'Allemagne, c'était les États-Unis. Petit à petit, avec mes relations avec les gens, j'ai eu un peu de moyens. J'ai créé des structures comme le garage auto, les lavages auto, les stations. C'est très bien. Avec les mêmes moyens que j'ai essayé aussi d'envoyer des courriers à certaines personnes pour qu'ils puissent m'aider. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de retour.
Donc je me bats toujours, je mets tout mon espoir à la main de Dieu. Ces jeunes-là, quand tu aides une personne, c'est pas mauvais, c'est la bénédiction que Dieu te donne toujours. Je vais vide mon compte pour aller sensibiliser les jeunes dans les différentes communes. Les jours qui viennent, Dieu me donne encore de grands moyens plus que ce qui est dépensé. Lorsque vous allez rencontrer ces jeunes-là, qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, en 2003-2004, j'ai fait plus de 16 permis pour donner aux jeunes gratuitement avec mes mêmes moyens que j'ai. Donc ça a été les jeunes à me rejoindre dans cette cause noble. Encore, j'ai aidé plus de 14 personnes à revenir en Côte d'Ivoire, les dangereux dans les différentes structures comme la mécanique, comme le lavage auto, comme dans les différentes stations. J'ai aidé même d'autres personnes à devenir même de corps habillés avec mes contacts que j'ai dans la police, comment on appelle le truc de... La comédie? Non, pas la comédie. Comment vous me regardez là? Est-ce qu'un jeune qui vient vous voir et qui vous dit qu'il aimerait aller se chercher en Europe, est-ce que vous pouvez encourager ce jeune-là? Non, je ne l'encourage pas. Tu ne veux pas en Europe, le voyage n'est pas interdit à qui que ce soit. Il ne faut pas l'avoir normal pour l'avoir clandestin. Donc celui qui veut me voir pour dire qu'il veut partir en Europe, je lui demande qu'est-ce qu'il fait d'abord dans la vie. Tu dois un métier, parce que tu arrives en Europe, tu as un métier, c'est difficile. Et ce qu'il va y faire? Comment? Qui tu vois? Ce qu'il va faire en Europe. Qui tu vas faire d'abord? Tu dois un métier. Tant mieux pour lui. T'as même un métier, tant pis pour lui. Parce que en Europe, ce qui nous fait croire que l'Europe et le droit d'eau, venez, on va vous aider, et arriver sur place, et ne nous aide pas, vous voyez, tout ça, c'est difficile. Donc, cette personne qui vient vers moi, il demande qu'est-ce qu'il fait. S'il va prendre la mécanique, il veut devenir chauffeur de baka, chauffeur de taxi, il veut devenir faire quoi dans la vie. Il va me dire ce qu'il peut faire. Tu peux l'aider, je l'aide. Et mais je lui demande d'abord d'adhérer à l'ONG d'abord. Il faut être membre de l'ONG avant que puisse faire quelque chose pour toi. Si tu es membre de l'ONG, je suis prêt à me battre pour toi. Parce que c'est certaines personnes qui viennent vers nous, on nous fait croire qu'ils sont membres de l'ONG et qu'ils viennent pouvoir gagner des papiers pour voyager. L'ONG n'est pas là pour faire voyager les gens pour aller voir clandestine, ni pour avoir normal. Tu vas en Europe, tu as un objectif dans la tête, ou tu as un truc très précis, que tu vas faire là-bas. En même temps, il faut bien préciser que l'immigration en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais parce que, bien sûr, on a envie de découvrir autre chose, ou même aller se chercher ailleurs. Nous sommes tous émigrés. Si, l'immigration clandestine qui est condamnable, en fait, il faut vraiment préciser. Aujourd'hui, j'ai acheté un terrain à Faya, plus de 1200 mètres carrés. Je voudrais créer des centres de formation de toutes sortes d'activités. Donc, je voudrais quand même demander aussi de l'aide aussi à nos autorités, à certaines personnes pour nous en aide, pour qu'on puisse aider aussi d'autres jeunes qui veulent vraiment entreprendre. Il y a plein Vous de avez pu rencontrer le ministère de la Jeunesse? J'ai envoyé des courriers, ils n'ont pas encore répondu. Ministère de la Jeunesse qui fait beaucoup dans ce sens. J'ai envoyé des courriers au ministère de la Jeunesse. À s'insérer, à se réinsérer, etc. Mais également, beaucoup reste à faire. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est pas suffisant. On a un grand défi à relever. Et grâce à Dieu, nous allons relever ce grand défi. D'accord. Caroline, j'aimerais savoir rapidement, votre frère qui était parti de manière clandestine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? Bon, il a fait sa vie, hein. Il fait sa vie là-bas, il a des enfants. Et il a réussi quand même dans la vie. Bon, il a réussi de sa manière. Hein. Il a réussi de sa manière. Moi, la réussite d'une personne en Europe, la réussite d'une personne en Europe, tu vas en Europe, tu avais réalisé pour tes frères et soeurs ici. Mais on peut mal partir et réussir là-bas. Comment? Oui, bien sûr. Il y a plein qui sont partis comme ça, dans la voie illégale. Ils sont venus construire des immeubles ici. Mais toujours est-il que vous partez de votre vie, hein. C'est les plus chanceux. Non, je vais expliquer. Voilà, c'est ce que vous les plus dans le temps, en Europe, quand quelqu'un arrive en Europe par la voie clandestine, il va s'inscrire en France, en Allemagne, en Belgique comme un immigré. Et ça, c'est pas, les emprunts ne sont pas pris. Et ils sont payés à 150 € dans tous ces pays européens. Mais aujourd'hui, la technologie a évolué. Quand tu mets ton empreinte en Italie, ça sort en France que tu es immigré en Italie. Donc, c'est vrai que le mouvement est gâté dans les mains. Eux-mêmes, quand ils viennent en Côte d'Ivoire maintenant, toi-même, ton petit jeton, tu vas venir prendre demain. Il dit, il y a euros. Avant de partir échanger. Ça se fait là-bas. Quand ton argent n'est pas fini, ils vont partir à ton argent. Donc, il lance un appel à toutes ces personnes-là d'envoyer les images positives, pas les images négatives à nos jeunes frères qui sont ici. Parce que c'est ceux qui tentent, qui incitent la jeunesse à prendre cette voie illégale. Ils sont devant les monuments en France, en Italie, pour envoyer les images aux gens. Ils incitent les gens à partir. Alors eux-mêmes n'ont pas de maison pour dormir. C'est ça qui est grave. D'accord. Donc, vraiment, ici de la jeunesse, au goût du travail, de croire en elle-même. Nous avons un très beau continent. C'est clair. Aussi, je lance un appel aux autorités à nous écouter. C'est important. Nous sommes des jeunes talentueux qui veulent apporter aussi à ce beau continent. Je voudrais vous emboîter le pas pour demander à l'État. Certes, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites pour que les jeunes aujourd'hui entreprennent. C'est vrai, on a envie d'entreprendre, mais il faut pouvoir entreprendre dans un environnement favorable. Donc nous leur demandons de créer des environnements plus favorables à l'entrepreneuriat et de faire de plus en plus
de communiquer de plus en plus sur ce que nous avons comme ressources. On a des ressources naturelles, on a beaucoup d'opportunités dans nos pays, mais par ignorance, les jeunes se disent que l'herbe est plus verte ailleurs et ils préfèrent partir. Donc voilà. Nous avons déjà des solutions qui sont déjà en place. Et nous les encourageons également à vous soutenir. Oui, nous avons déjà des solutions déjà en place. Si on n'a pas de solutions, c'est un peu difficile pour nous. Nous avons déjà des solutions qui sont en place. Nous voulons que les personnes de bonne volonté puissent venir nous soutenir pour qu'on puisse élargir ces structures-là, pour former plusieurs jeunes encore de toutes sortes d'ethnies. Nous ne sommes pas là pour aider les Djoula ni les Baoulés. Nous sommes là pour aider toute la jeunesse africaine. Merci beaucoup, Ahmed Silla. Également, je veux dire aux jeunes, si vous avez la capacité de réunir des sommes colossales, des sommes faramineuses pour aller en Europe, c'est que vous avez le potentiel pour avoir de l'argent pour investir. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, cherchez, renseignez-vous, informez-vous sur les business rentables. Il y en a à l'appel dans ce pays. Et nous sommes toujours avec Ahmed Silla qui a donc tenté l'aventure de l'immigration clandestine. Il a échoué. Après, il a eu l'occasion d'y aller, mais sa décision, son combat aujourd'hui, c'est d'amener les jeunes à peut-être voyager, à immigrer de façon légale, mais surtout à ouvrir les yeux sur tout ce qui peut leur permettre de réussir dans leur propre pays. Ahmed Silla, nous avons une surprise pour vous. Avec la... Un homme, il est bien, il fait beaucoup pour la jeunesse. Et je lui souhaite beaucoup de choses, beaucoup de chance dans tout ce qu'il fait. Que Dieu mette sa grâce dans tout ce qu'il fait. Que Dieu l'aide beaucoup. Parce qu'aller à l'aventure, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis être au devant de cette organisation, c'est pas facile. Donc, moi, j'aimerais dire ici, Ahmed Silla, tu es un homme fort. Tu es un homme fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne de bonnes occasions. Qu'il t'accorde tout ce que tu désires. Qu'il facilite ce que tu entreprendras. Que Dieu te donne la longévité pour que tu éduques tes enfants. Mes bénédictions sont avec toi nuit et jour. Que Dieu te donne la santé et la longévité. Mes bénédictions sont avec lui. Je n'ai pas de mots à lui dire, rien que des bénédictions. Que Dieu accepte mes bénédictions. Que Dieu bénisse ses enfants pour lui. Que Dieu fasse qu'il y ait une entente entre lui et sa femme. Que Dieu fasse que leur union dure. Que Dieu fasse qu'il prospère dans ce qu'il fait. Ahmed Silla, donc la première vidéo, c'était son épouse et ses enfants. Et puis après, on a vu sa maman qui le bénissait. Ahmed Silla, je pense que c'est sur ces mots de bénédiction qu'on va vous remercier. L'émission se poursuit, on reste toujours dans la même thématique avec Laurent Monti pour son point de vue, son analyse. Et que dis-je encore, l'état des lieux. C'est vrai que la migration internationale n'est pas un phénomène nouveau. On se souvient avec émotion du jeune Barthélemy Laurent de Yopougon qui a trouvé la mort dans le train d'atterrissage d'un avion. On se souvient aussi de ces images insoutenables de migrants vendus comme esclaves en Libye. Donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Mais en termes de définition, on entend par migrant international toute personne se trouvant à l'extérieur de l'État dont elle possède la nationalité. Donc ça intègre les migrations légales et illégales. Voilà. Et l'Organisation internationale des migrations estime à 281 millions le nombre de migrants à travers le monde. Mais je veux quand même pouvoir déconstruire certains clichés sur l'immigration, notamment africaine. Parce qu'en France, on parle beaucoup d'immigration africaine. Il faut savoir que l'Afrique ne représente que 14% de l'immigration mondiale contre 24% pour l'Europe et 41% pour l'Asie. Donc c'est très faible. Et le deuxième élément que je vais porter à votre connaissance, c'est que les 3/4 des migrants africains immigrent en Afrique, ils ne vont pas en Europe. Donc les 3/4 qui migrent dans les différents pays africains, on a 6 pôles principaux. On a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Gabon, l'Afrique. Le Nigeria vient avant la Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire vient avant le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, effectivement. La Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Afrique du Sud, la Libye et le Maroc, on a des pôles comme ça d'immigration. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un paradoxe. C'est le premier pays en Afrique de l'Ouest qui accueille le plus de migrants, avec 2 564 857 devant le Nigeria qui en accueille 1,3 million à peu près. C'est-à-dire que pendant que les gens viennent se chercher en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se chercher ailleurs. Moi, je suis venu me chercher en Côte d'Ivoire. Voilà. Et vous avez très bien fait. J'ai quitté la France pour la Côte d'Ivoire, donc on peut réussir. Vous avez bien fait. Et le deuxième paradoxe, effectivement, comme je le disais, c'est que la Côte d'Ivoire est un des principaux pourvoyeurs de migrants pour l'Europe.
Et c'est effectivement un problème que le gouvernement prend à bras le corps. Le ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, a lancé une vaste campagne, un programme en faveur de l'insertion des jeunes. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là. C'est vrai, le chemin est encore long parce on déplore 1200 personnes qui sont mortes dans la mer Méditerranée en 2021 et ça c'est vraiment à déplorer. Énorme. C'est vrai, les migrants africains ont envoyé l'équivalent de 30 milliards d'euros en Afrique. Et c'est colossal. C'est vrai que la diaspora malienne participe pour près de 80% au financement du développement du Mali en 2017, mais il n'en demeure pas moins que le phénomène de migration irrégulière reste un véritable défi pour l'Afrique qui compte 77% de sa population qui est jeune. Donc il faut pouvoir leur donner, comme vous le faites monsieur, des raisons de croire que l'Afrique n'est pas le continent d'un avenir toujours plus lointain, mais le continent du présent. Oui, on peut réussir en Afrique. Yes, we can. Et je ne parle pas de la canne. Merci beaucoup. Laurent Monti, oui, nous le pouvons. Ayons foi, ayons confiance en notre potentiel, mais également en nos potentialités. Nous pouvons le faire. Nous sommes tellement talentueux. Il y a tout pour réussir dans ce pays. Il y a tout pour réussir en Afrique. Et je le répète, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a beaucoup de souffrance de l'autre côté. Renseignez-vous avant de prendre la décision. Merci Flora. Nous allons évoluer dans cette émission qui tire allègrement à sa fin. Je profite donc pour saluer l'association des femmes Awanais d'Abobo, Anokwakwa, dont la responsable est Madame Kone Sylvie. Nous saluons également le groupe ESCOM de Yopougon-Touarouz, dont le responsable est l'éducateur Kwasi Williams, et l'ONG Jeunesse Panafricaine, l'ONG d'Ahmed Silla. Merci de votre présence dans ce studio. Eh bien, la réussite, ce n'est pas seulement dans les bureaux, ce n'est pas que de rouler dans de grosses voitures. On peut réussir sa vie dans de petits métiers, dans son entreprise et dans plein d'autres choses. Merci de nous avoir suivis. Restez focus sur RTI1. C'est là où il y a de belles choses. C'est la meilleure chaîne. On se retrouve demain pour une autre aventure. Bye bye.